Bonjour et bienvenue dans Vigilance, le podcast d'actualité sur la compliance proposé par Lefebvre Dalloz. Je suis Stéphano Dana et je suis accompagné par Sophie Bridier, Véronica Rébier et Anne-Laure Pasquet. Au programme d'aujourd'hui, la bonne façon de communiquer en interne sur ces règles éthiques, la liberté de transfert des données personnelles vers le Royaume-Uni et la responsabilité des personnes morales du fait de leur organe ou de leurs représentants. Sophie, on commence avec un arrêt qui précise que si un salarié n'a pas connaissance des règles éthiques de l'entreprise, il ne peut se voir reprocher aucun manquement. Oui Stéphano, ça peut paraître évident, mais la Cour d'appel de Paris le rappelle dans un arrêt du 1er juin dernier. Que s'est-il passé ? Le salarié d'une filiale d'un groupe américain, spécialisé dans le dépistage du cancer, est licencié pour faute grave. En marge d'un congrès, il lui est reproché d'avoir réuni 36 médecins autour d'un événement parallèle. De sa seule initiative, il a réservé une salle de conférence et demandé la prise en charge par la société de l'intégralité des frais de voyage, de congrès, de logement et de restauration des praticiens. Selon l'entreprise, ce salarié a donc commis une faute grave. Ses agissements sont estimés contraires au FCPA et au code d'éthique interne. Eh bien, les juges considèrent pourtant que le licenciement n'est pas justifié, car l'entreprise ne s'est pas suffisamment justifiée, justement. D'une part, elle ne démontre pas que le salarié connaissait les procédures internes éthiques et compliance. D'autre part, elle ne justifie pas avoir préconisé à ses employés de respecter le fameux code de pratique commerciale éthique de l'association professionnelle à laquelle elle adhère. Alors cet arrêt nous donne surtout l'occasion de souligner l'importance de savoir communiquer sur ces règles éthiques auprès des collaborateurs. Quant au code de conduite, il ne faut pas perdre de vue que l'AFA le définit comme un document qui doit être clair, sans réserve et sans équivoque. Merci pour ce rappel, Sophie. Véronica, depuis le 1er juillet, qu'est-ce qui a changé concernant le transfert des données personnelles vers le Royaume-Uni ? Le 28 juin, la Commission européenne a adopté 2 décisions d'adéquation vis-à-vis du Royaume-Uni, une dans le cadre du RGPD et l'autre dans le domaine répressif. Très attendues, ces décisions signifient que les données personnelles peuvent continuer à être transférées de l'autre côté de la Manche sans aucune entrave. C'est une nouvelle rassurante pour les entreprises, surtout pour celles opérant dans le secteur du numérique, qui voyaient arriver le 1er juillet avec une certaine inquiétude. Car avant cette date, et malgré le Brexit, le libre flux de données était toujours permis, mais de manière transitoire. C'est-à-dire que passé cette échéance, tout transfert de données personnelles vers le Royaume-Uni aurait été considéré comme un transfert vers un pays tiers si les décisions d'adéquation n'avaient pas été adoptées. Les entreprises vont donc pouvoir souffler. Oui, mais attention, la durée de validité des décisions est limitée à 4 ans. Elle pourra être prolongée uniquement si le niveau de protection britannique reste adéquat. Au cours de ces 4 ans, la Commission suivra de près la situation juridique au Royaume-Uni et n'hésitera pas à intervenir en cas de besoin. Merci Véronica. Et on enchaîne désormais sur un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en matière de corruption active d'agents publics. En effet, Stéphano, la Cour de cassation a rendu une décision très intéressante le 16 juin dernier en matière de responsabilité pénale d'entreprise. Pour rappel, selon l'article 121-2 du Code pénal, les personnes morales sont déclarées pénalement responsables s'il établit qu'une infraction a été commise pour leur compte par leurs organes ou leurs représentants. Donc, dans les faits, de 2001 à 2004, des commissions ont été versées à des agents publics du Costa Rica pour qu'une filiale de la société Alcatel-Lucent obtienne des marchés de matériel téléphonique pour un montant de près de 300 millions de dollars. Pour réaliser cette opération illégale, des salariés de la filiale ont recruté des consultants qui étaient chargés de verser des fonds aux agents publics. En plus, le comité des risques central a validé le document de travail évaluant la rentabilité de l'opération. À l'issue d'une information judiciaire, la société mère a été condamnée pour des faits de corruption active d'agents publics étrangers. En cassation, elle contestait sa condamnation et soutenait que d'une part, les salariés de la filiale ayant procédé au paiement litigieux n'étaient pas des représentants, car il n'existait aucune délégation de pouvoir à leur profit. Et d'autre part, le comité des risques n'était pas un organe de la société, car il n'avait aucun pouvoir de décision. La Cour de cassation finalement rejette le pourvoi et confirme la condamnation de la société mère. Elle estime que cela se justifie par la combinaison de 2 choses. Tout d'abord, l'intervention des salariés de la filiale, qui sont des représentants de fait de la société mère. En effet, en raison de l'existence de l'organisation transversale propre au groupe et des missions qui leur étaient confiées, peut importer l'absence de lien juridique et de délégation de pouvoir à leur profit. De plus, l'existence du comité des risques central, que la Cour considère comme un organe de la société, composé de dirigeants de la société mère ayant connaissance des paiements illicites et dont la mission amenait le comité à valider pour le compte de la société mère le recours à des paiements illicites. Eh bien, merci pour ces actualités. Il s'agissait là des dernières de la saison. Vigilance se met en pause estivale et revient à la rentrée. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à tous pour votre écoute. Bel été!